La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mardis à partir de 7h PM Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mardis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Haïti chérie, la vie pas finie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue encore une fois à Café Philo. Café Philo, comme vous le savez déjà, est cet espace où se mélange la culture des choses de l'esprit, de la pensée complexe et l'amour de la philosophie comme manière de vivre. Le Café Philo de ce soir sera intense, je vous le garantis. Intense tant par le thème qui sera traité que par l'invité qu'on va recevoir ce soir, l'intervenant. Et je vous le dis, ça va être intense parce que le sujet est d'actualité et promet d'être vraiment intéressant. Sans plus tarder, nous allons entonner l'hymne national comme le veut la tradition de Café Philo. Merci. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs points de tête, du sol soyons seuls maîtres, marchons unis, pour le pays pour les ancêtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie. Mourir est beau, notre passé nous crie, ayez la main guérie. Mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. Mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu
presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. S'intitule « De l'interpellation des élites haïtiennes ». Comme je vous l'avais dit, c'est un thème qui est d'actualité avec tout ce qu'on vit dans le pays actuellement. Les élites haïtiennes, c'est un concept qui est déjà évalué, estimé, sous-pesé et sur laquelle ce concept, il y a eu beaucoup de discussions. Pour introduire ce concept, nous allons visionner un documentaire de Roger Gaillard qui justement parle de la question des élites haïtiennes. Ensuite, nous allons enchaîner avec notre intervenant de ce soir, qui est Yves Lafortune. Merci. Moi, en tant qu'appartenant à la classe aisée des nantis, pour moi, en tant que partie prenante du leadership de l'establishment national, eh bien, je crois que pour nous, de la bourgeoisie haïtienne, ça a été une gifle, ça a été une honte. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'avant 1915, nous avons été incapables, nous-mêmes, de résoudre les problèmes, de résoudre les tâches bourgeoises à l'échelle de la nation. Quelles sont les tâches bourgeoises à l'échelle d'une nation, dans une république bourgeoise? Eh bien, ces tâches sont bâtir des routes, construire des hôpitaux, des écoles. Ce ne sont pas des tâches révolutionnaires, ce ne sont pas des tâches socialistes, c'est des tâches bourgeoises. C'est avoir une armée, c'est avoir une administration saine, comme les grandes bourgeoisies ont bâti dans leur système, ont bâti ces institutions. Et en 1915, nous n'avions ni armée, nous n'avions pas d'administration, nous n'avions pas de route, nous n'avions pas d'hôpitaux. La faute à qui? Mais la faute à nous, de la bourgeoisie, des bourgeoisies
noirs et mulâtres, du nord et du sud, des bourgeoisies, les uns s'appelaient bourgeois, les autres les militaires, pour distinguer les deux ailes de la bourgeoisie. C'est notre faute. Nous avons été incapables, avant 1915, de remplir nos tâches historiques bourgeoises. Et l'occupant l'a réalisé. Et alors, quand l'occupant est venu, l'occupant s'est substitué à nous, classe dominante, pour exécuter pour nous, classe dominante, les tâches qui nous étaient incombées, que nous ne pouvions pas faire, bâtir des routes, quelques écoles, de l'administration SEB, etc. Autrement dit, il ne faut jamais oublier que l'occupant, les États-Unis, n'ont pas donné un centime à Haïti, n'ont pas donné un cadeau, un centime à Haïti pendant les 19 ans de l'occupation. L'occupant a donné un coup de coude, nous a donné un coup de coude, à nous, bourgeois haïtiens, à nous de la bourgeoisie haïtienne, nous a donné un coup de coude en nous disant, ôte-toi de devant le bureau, je vais gérer à ta place ton pays, tu en es incapable. Avez-vous pour autant honte d'être haïtien? Je n'ai pas honte d'être haïtien. Je suis triste d'être haïtien, à certains moments. Triste d'être haïtien, ça veut dire quoi? Ça veut, par exemple, dans l'arrière-pays, dans le plateau central, où je suis allé interroger, excusez-moi, je dis, nos frères paysans. Mais je vous prie de croire qu'il n'a pas, que je dis nos frères sans vanité, que je suis allé interroger nos frères paysans sur la corvée, sur l'occupation américaine. Je me rappelle que l'un d'entre eux, après m'avoir expliqué tout ce qu'il avait vécu, j'étais épouvanté. Et je lui ai dit, mais comment on fait subir un mari comme ça? Et il m'a répondu par cette phrase déchirante. Et si simplement, il m'a dit, où qu'on est? Haïtien pape mati. Haïtien pape mati. Et bien, il n'y a pas de quoi être triste en entendant une telle phrase. Et cette vieille chanson que j'ai lue dans un vieux journal haïtien au moment du départ, du premier exode des Haïtiens en 1919, ce départ, ces gens qui allaient à Cuba couper les cannes parce qu'il y avait des industries sucrières qui se développaient là-bas. Et dans ce journal, on dit, nous avons entendu l'un d'entre eux chanter cette vieille chanson africaine. Malheureusement, je n'ai pas la musique, je me rappelle les paroles de tête. Cette vieille chanson sur des airs africains, sur un air africain, cette vieille chanson qui dit « M'a tourné en Congo, m'a tourné en Guinée, pays à pas pour moi, m'a quitté pays à pour yo. » Yo, c'était qui? C'est nous. C'est nous. Nous, les privilégiés. Alors, quand je vois, je ne veux pas faire de discours politique, social et révolutionnaire, mais quand même, écoutez, tu vas me demander si j'ai honte d'être haïtien. Je n'ai pas honte d'être haïtien. Mais ça me fait de la peine à certains moments. Mais n'avez-vous jamais regretté d'avoir écrit telle ou telle œuvre, telle ou telle phrase? Non. Non. Je n'ai jamais regretté d'avoir écrit tel ou tel livre. Pourquoi? C'est parce que peut-être j'ai commencé à écrire des livres assez tard. J'ai commencé à écrire des livres, j'avais environ 50 ans. Et j'étais déjà formé. Et j'ai déjà des convictions. J'ai déjà une vision du monde. Et à 50 ans, on ne change plus. Et alors, j'ai pu regretter d'avoir écrit telle ou telle phrase, parce que de les avoir écrites trop vite. Vous savez, j'essaie toujours d'être précis dans ce que j'écris. Mais j'ai pu avoir des impropriétés de termes. Et je regrette, par exemple, une fois en parlant de quelqu'un, j'ai dit, au lieu de dire qu'il était très volubile quand il parlait, j'ai dit qu'il avait beaucoup de bagou. Or, le mot bagou est un mot péjoratif. Et ça, je regrette de l'avoir dit. Et j'essaie toujours de surveiller ma plume quant à la propriété des termes. Des gens m'ont dit, des gens m'ont reproché que j'ai que j'ai fait une dédicace affective à ma mère dans mon dernier livre paru, dans Inche mais en croix. Je rappelle cette dédicace à ma mère qui m'a enseigné contre l'apprentissage du catéchisme à ne jamais pardonner aux ennemis de la patrie. Mais cela est relié pour moi à un événement très particulier de mon enfance.
Je vais avoir 6 ans, je vais avoir 6-7 ans, lorsque, devant notre maison, comme on faisait alors, ma mère était assise, regardant les gens passer, 4 heures de l'après-midi à la rue pavée, il n'y avait pas grand monde, c'était un spectacle. Et moi j'étais auprès d'elle, mon catéchisme en main, et je répétais la leçon qu'on m'avait donnée à l'école. Et je me rappelle, je ne l'oublie pas, je me rappelle que je répétais il faut pardonner à ses ennemis. Et ma mère a été surprise et elle m'a montré du doigt à des marines américains qui passaient. Il m'a dit non, tu ne dois pas pardonner aux ennemis de ta patrie. Voilà, de l'interpellation des élites haïtiennes, je vous rappelle, c'est le thème qu'on va débattre ce soir. Et pour en discuter, nous avons Maître Yves Lafortune, professeur Yves Lafortune. L'anecdote, c'est que Yves et moi, on a fait la fac de droit ensemble et je trouve que c'est une belle façon de se réunir ce soir pour discuter justement des élites haïtiennes. Et avec toute l'admiration que j'ai pour la belle langue française, je pense qu'il est important que le thème de ce soir soit débattu dans les 2 langues. La question des élites haïtiennes avec tout ce que ça comporte d'actualité. Il est important, pour moi en tout cas, de présenter et de modérer ces interventions en intervenant dans les 2 langues. Donc, sans plus tarder, je vais vous faire un bref sommaire du profil de notre intervenant. Yves Lafortune, il a fait des études en lettres à l'École normale supérieure. Il est licencié en droit. Il a une formation en politique culturelle et en administration. Il a une maîtrise en administration publique de l'Université du Québec à Montréal et une maîtrise en évaluation des programmes et il est alumni en leadership de la Harvard School of Government. Yves Lafortune, c'est un plaisir de vous avoir ce soir dans Café Philo. Votre thème, de l'interpellation des élites haïtiennes. D'ailleurs, vous avez un texte qui se titre « Interpeller nos élites » qui va dans la même rengaine. Pourquoi parler des élites? Pourquoi justement porter la question sur ce thème-là, élite, avec tout ce qu'on connaît que ça comporte comme implication? Alors, je dis merci à Paulson, merci pour cette présentation. Et c'est là que j'ai compris que j'ai grandi en âge. Merci à vos auditeurs, enfin téléspectateurs et téléspectatrices d'Haïti et du monde, avec le partenariat entre à l'association Café Philo et la radio Télé Caraïbes. Il a parlé des élites, interpeller les élites. Oui, justement, c'est un texte que j'ai écrit à la fin de l'année 2015, interpeller les élites. Combien de jeunes hommes et de jeunes femmes qui produisent une pensée dans le domaine de la santé? Il y a pourtant des compétences, pas vrai? Combien de jeunes hommes et de jeunes femmes qui produisent une pensée dans le domaine de l'agriculture? Il y a des compétences, je suis sûr. Combien de jeunes hommes et de jeunes femmes qui produisent aujourd'hui une pensée dans le domaine de l'économie? Je crois qu'il y a des compétences. En urbanisme, je suis là interpellé. Je sais par exemple Albert Mangonès qui a fait Cornell University, quand il devrait travailler à la réhabilitation de la citadelle, quand il devrait travailler à la réhabilitation du palais sans souci, a choisi des architectes pour faire la route. Albert avait vu déjà en toute urbanité, publié par les éditions Mémoire, il avait prévu que la ville serait comme elle est, la rue Montséor-Guillou. Albert est entré, c'est cet homme à la dimension légendaire. Quand il y a déchouqué Negmaon, Albert était déjà octogénaire. Albert saute Matis 123 pour le venir pour le dire pas fait ça, pour le dire ça n'a fait pas de sens. Là, je suis en quête du rêve d'Albert.
Albert est mort, 5 de ses disciples sont devenus, alors 4 de ses disciples sont devenus ministres et 3 ou 4 autres sont devenus directeurs généraux. Où est passé le rêve d'Albert? Je questionne les élites ici. En géographie, combien de jeunes hommes et de jeunes femmes qui produisent une pensée dans le domaine de la géographie ou dans l'histoire? Absolument oui. Il y a la Société haïtienne d'histoire et de géographie. Mais on se rappelle quand la Société d'histoire et de géographie a fait sortir une note pour dire que c'est abominable qu'un président aille saluer les aïeux en bottes Timberland, jeans et chemise. Ça n'a pas fait écho. Les élites n'ont pas réagi. On dirait que les autres diraient que les penseurs ou les tenants de la Société haïtienne d'histoire et de géographie n'ont pas atterri. Mais je me rappelle qu'aujourd'hui encore qu'ils avaient dit non. Et 2 semaines plus tard, on avait vu notre président, le président de la République, debout, la tête altière, en train de saluer José Martí. Combien de jeunes hommes et de jeunes femmes aujourd'hui qui sont en train de penser, ou qui produisent une pensée au niveau de la culture? De ce dernier lieu, on peut dire qu'il y en a. On connaît Café Philo, on connaît Vendredi littéraire, car il aura déjà produit des écrivains qui peuvent être considérés comme élites. Ma présentation aujourd'hui obéira à la méthodologie suivante. En un premier temps, on va faire une approche classique. Ça veut dire on va essayer de donner des définitions classiques. Une petite parenthèse sur une nuance vue par ma tante qui était une analphabète, mais c'était elle qui me parlait dans le temps de l'élite ou bien la masse. Et puis on va survoler quelques textes parus sur la question de l'élite. Et puis on va un peu extrapoler sur des exemples nord-américains, Madagascar, un peu les Ivy Leagues américains. Et puis, on va voir nos directeurs généraux qui devraient être absolument des élites. Mais là, on va aussi interpeller, se poser la question sur d'où ils viennent. Et puis, on va essayer de voir nos parlementaires. On va essayer de voir l'INAGé, qui était donc la production de la pensée du professeur Leslie François Saint-Roch Maniga. Il a pensé qu'il fallait un centre de reproduction pour notre administration. Il a pensé qu'il fallait avoir en 1900, autour des années 58, un centre de reproduction pour nos élites. Mais là, c'est l'échec de l'INAGé. Et puis en un second temps, on va parler de ce texte. Justement, on va entrer d'emblée dans Interpeller les élites. Ce texte paru sur le site de Caraïbes FM, relayé par les médias sociaux. Allons pour la première étape, qui est donc les définitions. Étymologiquement, quand on parle élite, ça vient du latin éligere, choisir, trier, élire. Au sein d'un groupe ou d'une communauté, l'élite est l'ensemble des individus considérés comme les meilleurs, les plus dignes d'être choisis, les plus remarquables par leur qualité. Exemple, quand on parle d'une troupe d'élite, un tireur d'élite, l'élite intellectuelle dont on parle souvent chez nous. L'élite est une minorité qui se distingue du groupe auquel elle appartient et à laquelle on reconnaît une supériorité. Une autorité morale. Tenons-nous bien, une autorité morale. Le mot élite au pluriel est utilisé avec une connotation négative lorsque l'accent est mis sur la domination d'une catégorie sociale sur les autres et la contestation de sa légitimité. Dans l'Antiquité, l'élite est liée à la recherche de la perfection esthétique, de l'exemplarité spirituelle, ça c'est au niveau de la Grèce, ou citoyenne, là c'est au niveau de Rome. Au XVIIe siècle, l'élite est composée des honnêtes hommes.
nous qui avons étudié la littérature française, on se souvient de ce qu'on entendait par les honnêtes hommes. Et ceci avec pour fondement la mesure et l'élégance, avant de céder la place aux élites économiques autour du 19e et 20e siècle. Le mot élite est utilisé par opposition aux petites gens. Le terme contre-élite désigne l'élite émergente d'une classe sociale qui s'oppose à l'élite au pouvoir. Alors, comme synonyme, pour essayer de comprendre, c'est l'aristocratie dans une certaine mesure, ou bien quand on parle de l'élite, on voit la crème, on voit la fine fleur, on voit encore ce mot que l'on aime bien répéter ici chez nous, l'intelligentsia. Ce qu'il y a de meilleur dans un ensemble composé d'êtres et de choses, produit d'une élection qui, d'un ensemble d'êtres ou de choses, ne retient que les meilleurs sujets. Là, c'est une approche de la première étape dans la méthodologie, c'est les définitions classiques. Mais maintenant, j'ai voulu en un second temps apporter une nuance. C'est une nuance vue par ma tante qui était donc une analphabète fonctionnelle, mais pour qui j'ai beaucoup de respect et aujourd'hui à qui je témoigne un profond respect. Lui-même, il t'a parlé de l'élite ou bien la masse. Comme le disait ma tante dans sa compréhension, l'élite renvoie à une zone huppée et la masse elle-même, c'est cet endroit habité par les pauvres. Tant que ma tante elle a parlé, si nous étions au Dr. Aubry, sous le canapé vert, il dit, ou par exemple, ou dans l'élite là. Moun serait été dans l'élite. Mais ces quartiers qui étaient ainsi considérés comme l'élite, bien entendu, ces quartiers sont devenus aujourd'hui cette masse par rapport à l'ancienne configuration. Qui eût dit que Canapé Vert serait ainsi transformé? Le même cas pour Juvénat, Pétionville, Péguiville et j'en passe. C'est là la faillite de l'élite et nous pouvons le dire d'emblée que cela s'est produit justement parce que les éléments de cette élite n'ont rien fait pour changer la condition des masses et du coup, ils se ressemblent de plus en plus. Passons maintenant, comme pour obéir à la méthodologie, au texte paru sur la question de l'élite. Le texte 1, c'est plutôt là un texte de Jean-Éric René, Haïti, quelles élites. Ce texte est paru en juillet 2005 sur le site de Potomitan et s'articule ainsi. À l'observation, comme les élites haïtiennes peuvent-elles contribuer à la promotion économique et sociale? Ici là, nous faisons un usage abusif des cadres théoriques occidentaux pour comprendre la réalité d'Haïti. Les élites haïtiennes, la bourgeoisie locale, est composée d'éléments disparates. Par exemple, par conséquent, elle n'est pas nationaliste et ne défend pas les intérêts du pays. Son seul souci, c'est le profit. Les éléments de la classe moyenne sont pour la plupart des fonctionnaires de l'État. Certains d'entre eux gravitent autour de la bourgeoisie traditionnelle. La classe moyenne en Haïti est vue comme une bourgeoisie de fonctionnaires qui recourt souvent à la politique comme moyen d'ascension sociale. Dans toutes les actions posées par cette classe, le progrès d'Haïti ne figure pas dans l'agenda. Là, nous sommes dans le texte de M. Jean-Éric René, paru en 2005. Nous avons pris aussi le soin de soumettre à votre appréciation le texte de la problématique des élites haïtiennes, servilité intellectuelle et émasculation des concepts de M. Jean-Marie Baudouin. C'est là un autre texte publié le 11 février 2015, où il se veut être une critique de l'élite politico-intellectuelle. Là, il parle lui-même, M. Baudouin, de l'éloignement de l'élite haïtienne des réalités du monde, en particulier celle d'Haïti. L'ignorance de l'élite haïtienne du droit à l'autodétermination. L'élite haïtienne préfère s'enliser dans des luttes politiciennes, la fabrication de la politique du pire, incarnée dans la formule « octroi que je m'y mette ». En définitive, suivant M. Jean-Marie Baudouin,
l'élite haïtienne se complaît dans un attentisme moribond. Il y a lieu aussi de soumettre à votre appréciation un troisième texte, c'est celui de Gérard Junior Mathieu, le délit d'imposture des élites haïtiennes. Dans ce texte qui est publié au journal Le National en date du 16 août 2015, l'auteur se penche sur les élections du 9 août dernier. Il critique en un mot les élites pour n'avoir pas voulu demander des comptes au sujet des fautes enregistrées à l'occasion de la tenue de ce scrutin. Il considère également que la passivité rend compte à elle seule du comportement de ces élites qui n'attendent du reste qu'un miracle pour que l'autre Haïti rêvé advienne. C'est aussi intéressant le texte 4 où les élites sont totalement déconnectées de la réalité du peuple. C'est là un entretien avec Yu Hen. Il s'agit d'un long entretien, comme je l'ai dit tantôt, réalisé avec l'ambassadeur de Suisse en Haïti, M. Jean-Luc Virchaud. Et lui-même, il aborde le problème avec un certain nombre de points relatifs au dossier haïtien, tels les élections, la coopération suisse en Haïti, la coopération suisse en Haïti, la politique d'accompagnement de la Suisse en Haïti, l'agriculture, etc. J'en parlais aussi d'un journaliste qui a publié un texte sur Facebook le 11 mars 2015. C'est la faute aux élites haïtiennes, publié par M. Dali Vallet. Dans ce texte qui traite des rapports haïtiano-dominicains, M. Vallet s'en prend aux élites haïtiennes pour les raisons suivantes. À part le fait que les hommes et les femmes d'affaires font du business avec la République, ils ne connaissent rien de ce pays. C'est ce que dit M. Dali Vallet. Malgré le fait que quelques personnalités haïtiennes ont une connaissance avérée du dossier haïtiano-dominicain, le pays vit dans l'ignorance totale des réalités dominicaines. L'auteur estime que, contrairement à nous, les Dominicains s'intéressent aux connaissances haïtiennes. C'est là justement parce qu'il y a une élite dominicaine qui s'intéresse à la problématique haïtienne, c'est pour mieux cerner les enjeux. Pour finir, M. Dali Vallet croit que le problème se pose en termes intellectuels. Il nous faut créer des laboratoires et des centres de recherche en vue de les étudier. Avec cette dernière phrase, il me prend envie de rire quand la semaine dernière, M. Vallet a fait un post pour dire que les Maligas, c'est là un véritable problème pour ce pays. Et je me rappelle que Leslie François Saint-Roch Maniga, lui, avait cette vision de créer l'INAGé qui eût dû être ce centre de reproduction des élites haïtiennes. Donc je pense que, et c'est pourquoi moi-même j'avais répondu, quand je vois l'immensité de l'œuvre de Leslie François Saint-Roch Maniga, je suis Maniga. Pour une sociologie d'anthropologie critique de l'élite haïtienne, c'est là un texte de Emmanuel Joseph, paru le 1er octobre 2014 dans les colonnes du Nouvelliste. Il aborde les aspects suivants. Premier moment d'extermination de l'anthropos 1492, deuxième moment de l'extermination avec la traite négrière en 1503, la nouvelle élite haïtienne nostalgique après l'indépendance s'acharne à civiliser le Bossal, et cette élite nouvelle refuse d'articuler les grands idéaux qui sous-tendent la lutte contre le système colonial. L'auteur en profite ici dans sa démarche épistémologique décoloniale pour critiquer Jean Price-Mars, Edmond Paul et Hannibal Price. Pour l'auteur, l'élite haïtienne a voulu revenir à la colonisation en prenant 3 dispositions. Elle a adopté les modes de vie du colon, la campagne anti-superstitieuse OHT, on se souvient, le retour à la société de plantation, code rural de Boyer. En définitive, il estime que ce projet a été mis en échec avec les Bossal. Et le dernier texte, c'est celui de Leslie Payan, qui s'intitule « Pour une meilleure compréhension du concept d'élite ». Alors ce texte est publié sur Internet le 1er janvier 2012 en répondant à Madame Fascinon, qui aura écrit un texte dans lequel elle posait la question suivante. Peut-on appeler celle-ci une élite? Et Leslie Payan dit ceci. Dès le début de l'humanité, les élites se sont constituées et se sont composées de groupes qui déterminent les règles et qui détiennent le pouvoir dans un espace donné. Il fait également référence à un ensemble de textes
sur la problématique des élites. Les élites militaires haïtiennes n'ont fait que reproduire le comportement, fait et gestes des anciens colons. Le 19e siècle haïtien a vu les généraux haïtiens s'emparer du pouvoir jusqu'à Soulouk en 1859. Ensuite, ce furent leurs fils à partir de Fabre Geffrard jusqu'en 1915. Cannibalisation générale du politique avec l'avènement au pouvoir des Duvalier, s'ensuivent l'irresponsabilité arbitraire et la destruction des génies individuels. Perversion du discours culturaliste et anthropologique proposé par Price Mars dans la vocation de l'élite par les Duvalier. Aujourd'hui encore, la donne ne change pas. Il me vient maintenant, le moment d'extrapoler, comme je l'avais promis d'entrée de jeu, d'extrapoler, d'aller voir les élites au niveau du Canada, particulièrement le Québec que je connais plutôt bien. Autour des années 40, le Québec était presque dans la même situation qu'Haïti. Autour des années 40, toutes les rues portaient le nom des saints parce que le problème de la dissociation n'était pas encore résolu. Saint-Sulpice, Saint-Léonard, Saint-Machin, Saint, etc. Mais les élites québécoises ont su se réunir et se sont dites qu'il faut avoir une vision pour le Québec. Et là, ils ont commencé par s'inscrire dans la modernité. Comme le professeur Côté le dit souvent, on n'entre pas dans la modernité parce que la modernité n'est pas statique. Il y a un ensemble de faits, un ensemble de gestes qui permettent de voir que vous vous inscrivez dans la modernité. Alors, le Québec de 1940, c'est cette volonté de sortir du gouffre qui fait du Québec aujourd'hui, quand je parle de Montréal, l'une des villes où il fait bon vivre. La ville de Montréal aujourd'hui, on ne peut pas marcher 3 minutes sans trouver un poste pour prendre soit un bus, un train, etc. Ça, c'était la volonté de l'élite québécoise à transformer leur pays. Extrapolons aussi quand on prend les Ivy Leagues américains. Et juste avant d'aborder les Ivy Leagues américains, un saut des plus extraordinaires du Québec, c'est que le Québec s'est rendu compte qu'il faut un centre de reproduction pour son administration. Ils ont fait appel à l'ENA. L'ENA est allée au Canada, particulièrement à Montréal, pour fonder l'ENAP, l'École nationale d'administration publique du Québec. Et depuis lors, l'élite de l'administration québécoise sort d'où? Sort de l'ENAP. Et aujourd'hui, savez-vous que l'ENAP produit des docteurs en administration publique qui vont enseigner aussi à l'ENA. Je crois que c'est intéressant. Quand on parle des Ivy Leagues américains, vous ne pouvez pas sortir de n'importe quel lieu pour diriger les États-Unis d'Amérique. Et allons regarder, quand on voit l'establishment américain, ce sont toujours des jeunes gens ou des jeunes femmes qui sortent de Yale, de Harvard, de Princeton, de Cornell. Donc, il y a un lieu où sortir. Je crois aussi qu'il faut parler de l'exemple du Madagascar qui était dans une situation critique. Savez-vous aujourd'hui que si vous vous rendez au Madagascar et que vous avez des compétences, les autorités malgaches sont prêtes à vous donner la nationalité pourvu que vous puissiez permettre ce qu'on appelle un transfert de connaissances. Est-ce que nous le faisons? Allons voir nos directeurs généraux, qui devraient être les élites, parce que c'est pas que la philosophie ne se départisse pas de l'administration, mais quand même dans cette manière de voir. On a vu le Québec qui a fait un centre pour que ceux qui vont le diriger aillent apprendre comment diriger un pays. Mais qu'en est-il pour nous? Nos directeurs généraux viennent de n'importe quel lieu.
n'importe qui devient n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où et à n'importe quelle condition. Et ce sont eux qui, quand par exemple, on est dans une administration, celui qui est censé le directeur général devrait être de l'élite. Mais nous, qu'avons-nous fait? Et d'autre part, les élites que certains constituent regardent avec tristesse ce qui se passe. Vous vous imaginez que quelqu'un qui est directeur général pour la première fois de sa vie, ou son premier job après avoir été, son premier job plutôt, c'est d'être directeur général, et qui se trouve en train de diriger avec des techniciens, disons, compétents, qui ont une certaine idée de l'administration. C'est là ce que Huffington appelle le clash. Parce que celui qui est devenu le directeur, c'est celui, et j'insiste pour que nous prenions conscience, c'est celui qui est nommé de directeur général, et il est n'importe qui, il est nommé n'importe où, n'importe comment. Et puis voilà ce qui va arriver. N'ayant pas la connaissance de l'État, il prend un temps fou pour comprendre l'État. Il prend un temps pour comprendre le mécanisme de l'État. Il prend un temps pour savoir que vous êtes dans un état stratège ou dans un état gendarme ou dans un état providence. Ça prend du temps pour savoir ces concepts. Mais si vous ne savez pas dans quel état vous êtes, c'est comme si vous vous trouvez en face du pouvoir que vous gérez et vous vous dites, ou chef, le ou la façon, faut diriger. Donc à ce moment-là, nous sommes voués à l'échec le plus cuisant. Nos parlementaires. Ça m'a fait plaisir cette semaine, pendant que j'ai déambulé dans les routes Port-au-Prince, je suis passé dans certains ministères, je vois déjà les parlementaires de la 50e législature qui vont dans les ministères. Et ils le font pauvrables. C'est pas la faute à eux. Ils ne le savent pas. Ils ne savent pas. C'est là une méconnaissance de l'État. Et là, j'interpelle les élites haïtiennes à dire à nos parlementaires qu'ils ont un rôle noble. Et par-delà ce rôle, que marcher au ministère, se déplacer chaque jour pour aller dans ces lieux, c'est un acte et un geste qui les rend laids. Je reviens encore à l'INAGé parce que Leslie François Saint-Roch Maniga. Je n'aime pas quand on m'appelle professeur. J'ai eu la chance de rencontrer le professeur Leslie François Saint-Roch Maniga par le truchement de mon ami Patrice de Renoncourt. Et j'ai parlé au professeur. C'est un titre que nous, les Haïtiens, nous aimons, professeur. Mais quand Leslie François Saint-Roch Maniga était un professeur, moi je dis que je suis un chargé de cours. Il a eu l'idée lumineuse de créer l'INAGé. Regardez ce que nous avons fait de notre INAGé. Il faut interpeller les élites. Il faut interpeller les élites parce que, comme je l'ai dit dans mon texte, il n'y a pas longtemps, je me suis rendu à une église protestante au bicentenaire pour assister aux funérailles du père d'un ami bicentenaire. Il y a quelques décennies qui était un lieu, un boulevard huppé, propre et éclairé. Bicentenaire, il y a quelques décennies, qui attirait tout Port-au-Prince pour des promenades, des sorties d'amoureux ou familiales. Rien de tout ce mythe ne tient plus debout à l'heure qu'il est. Bicentenaire est maintenant un lieu infect et lourd de crasse. Le pourri et le nauséabond s'entassent dans tous les coins.
la boue, la poussière, des piles de détritus, des saloperies diverses et variées dansent macabrement une valse chaotique. Il n'y a rien de digne au bicentenaire. La vie est loin, tellement loin, des chiens au bord de la maigreur la plus terrifiante et des porcs épiques marchent à côté des hommes. Les pots d'échappement des automobiles décuplent et les molécules de déchets dans l'air ambiant, tout est en place pour faire périr les âmes qui vivent. Port-au-Prince, Portail-Léogane, Bicentenaire, Cité l'Éternel. Dans ce convoi de ces lieux, le constat est renversant et traduit un haut niveau de dégradation des conditions de vie. Des riverains y vivent. La population vit dans des conditions infrahumaines. Ces quartiers sont de véritables niches criminogènes, comme dirait mon ami D'Angelo. Un grand malaise tache les visages. Une rage accomplie mine les regards. La démarche générale des habitants des lieux est celle de l'échec et de la frustration. Devant ce tableau apocalyptique, la question du comment sortir de ce bouclier se pose dans toute sa crudité. Et pour y répondre franchement, mesdames et messieurs, il faut interpeller les élites. La crasse dispose d'un pouvoir terrifiant. Elle peut entacher les consciences, dégarnir le potentiel de la colère populaire et spolier les bonnes mœurs. La crasse peut saouler la dignité et modeler la vie des gens en une simple stratégie de survie. La crasse peut tout. Elle déshumanise et en vient à bout de tout. La crasse est partout en Haïti. Elle est tellement présente qu'on est devenu aveugle d'elle. Elle est devenue un cliché de vie, un fait divers. Elle est là, tout autour, et tout le monde s'en moque. Nous nous en moquons, et tout le monde en rit. La crasse est dans les yeux, dans les pores de tout le monde. Les élites haïtiennes en ont pris partout. Faut croire, au stade où on en est, qu'il y a des forces obscures d'ici et d'ailleurs qui fabriquent la crasse haïtienne parce que ça alimenterait une certaine économie. L'économie sale, l'économie qui dégrade l'être haïtien. Et pourtant, dans tout ça, quelque part dans tout ça, il y a les élites. Et pourtant, quelque part, il y a un État. Pourquoi donc rien n'est fait pour endiguer l'essor de la crasse et faire reculer la prégnance de l'infect sur le réel haïtien? Quelles sont les élites qui vivent ici? Qui sont nos gouvernants? Décidément, c'est donc pour Haïti ce que Saint-Just parlait quand il disait « l'art de gouverner n'a produit que des monstres ». Ce pays est arrivé à un niveau de précarité tel que toutes ses couches d'habitants sont pelletées à un point tel par les rigueurs du quotidien qu'aucun recul n'est possible et qu'aucune gamme d'analyse critique n'arrive à se déployer dans les mœurs et réflexes. La notion d'élite en Haïti est réductible à des castes de citoyens empêtrés dans des aspirations de mobilité sociale et de maintien de privilèges statutaires. Ici, ils sont peu nombreux les gens qui se positionnent en éclaireurs. Ils sont peu nombreux les gens qui trouvent qu'il est anormal que l'autre vive sur des ordures et dans la privation. Il faut interpeller ce qu'il reste d'élite. Il faut interpeller les élites intellectuelles. On a parlé tout à l'heure de l'intelligentsia. Un bien joli mot. Il faut interpeller les élites intellectuelles. Rien n'est mis en place pour que le savoir soit accessible aux plus démunis. Les écoles communautaires, les écoles nationales, les lycées sont des espaces de grand banditisme et de déperdition scolaire. Le savoir est distillé au compte-gouttes. Les professeurs n'ont pas toujours le bagage académique et la passion qu'il faut. Les salles de classe sont surchargées. Au sein de nos universités, n'en parlons pas. J'ai appris
la semaine dernière que là, aujourd'hui, il faut interpeller les élites à l'université. Il y a eu des élections, il y a certains qui se portent candidats à la candidature qui ne peuvent pas produire de leur titre, grade et qualité. Et c'est ainsi que cela se fait partout. L'université, comme aime à le dire mon ami Patrick Monsignac, devrait être le lieu, le creuset du savoir. Mais allez voir. Le renouvellement de nos élites intellectuelles s'avère presque inenvisageable parce que les élites actuelles se confinent dans leur petit confort et leur élugubration. Si rien n'est fait, je vous le jure, il arrivera un temps ici où tout ce qui sera de l'ordre de la pensée complexe sera vomi par la population. Tout ici procédera par la médiocrité. Il faut interpeller les élites économiques. J'ai vu des autorités étatiques avec une certaine arrogance qui aura causé, qui aura provoqué, qui aura été l'instigateur de la décote de la goutte de 40 à 60 gouttes qui a frappé l'estomac et qui parle aussi et qui demande à interpeller les élites. La notion même de classe moyenne est en train de s'effondrer ici en Haïti. Les couches les plus défavorisées croupissent dans l'abjection et dans l'indignité. En 20 ans, ce pays n'a fait que reculer. Il faut interpeller les élites autour de l'environnement. Combien de jeunes hommes et de jeunes femmes ici ou dans ce pays sont en train de produire une pensée pour l'environnement de ce pays, alors que nos autorités se promènent à travers le monde, signent des conventions et disent que dans 30 ans, Haïti sera un pays émergent. C'est un très beau mot, hein? Mais il y a une façon de faire et il y a un comment faire. Il faut interpeller les élites autour de l'environnement. L'environnement physique d'Haïti est dans un niveau de dégradation extrême. Il suffit d'un vague regard vers l'hôpital pour se dire qu'on n'a pas su ces 20 dernières années développer une soucoupe d'intelligence écologique. Les flancs de nos mondes sont lâchés à la décrépitude. Une érosion sans pareille mine le pays. Il faut interpeller les élites autour de l'urgente nécessité d'agir. Et c'est maintenant qu'il faut commencer. Nous prenons l'habitude de dire que nos élites sont mortes. Il y a longtemps maintenant que la plupart de ceux qui constituent nos élites se transforment en affairistes, en pôles d'opposition. Des magnats de tout poil, des zélotes chrétiens, comme à l'heure qu'il est, alimenter une grogne sociale et solidaire quand les meneurs potentiels sont les bourreaux. Aujourd'hui, encore, au lever de 2016, je voudrais remercier Café Philo de cet espace qui m'aura été donné pour interpeller les élites. J'appelle à la colère et à l'intelligence. Il est urgent de remembrer les élites d'ici. Il est urgent de mettre le doigt sur la plaie haïtienne et de la presser fortement en vue de faire évacuer les vermines. Il nous faut réapprendre les vertus de la dignité. Il nous faut de nouvelles élites. Il faut que le vent tourne. Sinon, nous mourrons tous. Nous mourrons tous et sans salut. Je pense que je suis interpellé à partager ou à demander, comme l'a fait le ministre de l'Éducation nationale, en déclarant l'année 2016 l'année gouverneur de la Rosée, parce que c'est délira qu'il a dit, nous mourrons tous, nous mourrons tous. Et je pense que ça peut constituer un socle pour nous dire qu'il nous faut, enfin qu'il faut que ça cesse. J'interpelle les élites,
Parce qu'aujourd'hui, c'est triste de voir mon président parler et sans dire un mot. Comme Rose Nesmith, lui, l'a dit ici, ce n'est pas un chef d'État. Nous avons un déficit de chef d'État. Et nous aurons toujours un déficit de chef d'État aussi longtemps que nous n'aurons pas compris ce que par État on entend. Mais un président de la République doit être un homme d'État qui ne me parle pas de voleur, qui ne me parle pas de céramique. J'interpelle aujourd'hui les jeunes de Café Philo. J'interpelle aujourd'hui les universitaires, ceux qui représentent vraiment les élites. Je pense à Paulson, qui est parti étudier à HEC, qui est revenu. Je pense à certains visages que je vois dans la salle. Je pense à des jeunes comme D'Angelo, comme Casimir. Je pense à des jeunes comme Ralph. Je pense à ces jeunes de l'école normale supérieure. Je pense à ces jeunes sur qui on peut encore compter. J'interpelle ces jeunes à constituer cette élite parce que, comme je l'ai dit tantôt, nous allons tous mourir. Je pense à mes camarades de l'école normale supérieure qui évoluent dans leur sphère. Pourquoi ne pas parler de... Parce que quand je clique sur Internet, sur la biodiversité, il y a des noms haïtiens qui montent comme Hilaire Villemont. J'interpelle Daline Alexis qui fait un travail au secrétariat de l'université Quisqueya. J'interpelle cette dame qui s'appelle Patricia Camillien, qui écrit La loi de ma bouche et qui me donne la nourriture d'un texte presque chaque jour. Il faut que le vent tourne, sinon nous mourrons tous. Nous mourrons tous et sans salut. Merci. Merci, nous remercions Yves pour cette belle présentation. Nous allons passer à la pause musicale et nous allons aborder après la pause musicale la partie, enfin l'une des parties intéressantes de la soirée qui est la partie des questions-réponses. Merci. Si jodi m'prend bateau pour m'aller con crapaud, nan mi-temps vague la mer pour m'cabrer la misère. Si ti moun pas grandi, si pas même ret payer, si tout bagay couché, même si ou pas j'en saisi, si tête mon moins calé, si ma prenne pour m'oublier, si manger non fatra, si prend yon coudra, si ti nèg longe koui si la vie sans avenir, si Haïti mourit, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh. Si tête mon moins calé, si ma prenne pour m'oublier, si manger non fatra, si prend yon poudra, si ti nèg longe koui, douvan bioloni, si la vie sans avenir, si Haïti mourit, c'est parce qu'on détripel, on pète blatte tel, c'est parce qu'on exploite, on crève des graines, on son papa l'enfer, on m'a la police, à l'os de siècle en siècle, je vais vin pi à crack, c'est parce qu'on détripel, on pète blatte tel, c'est parce qu'on
revoici arrivés à l'une des parties les plus intéressantes de Café Philo, qui est la partie où justement on interpelle le présentateur sur certains de ses propos ou sur le thème qu'il a débattu. Je vous rappelle, le thème, c'est interpeller les élites. Et Jean-Moïse Dinoulian, c'est une question qui d'actualité. D'ailleurs, dans la présentation Yves Sotfea, nous rendons compte que il y a un pile bagaille qui concret, un pile bagaille que nous vivons là, qui parle. Et nous avons que les gens qui parlent intervenir, ils sont concrets, ils sont précis. D'ailleurs, je suis très à cheval là-dessus. Il faut que les questions soient précises, soient directes et soient respectueuses. Je ne plaisante pas là-dessus. Si question trop longue, m'a coupé et puis n'a pas avancé parce que sujet intéressant, je voudrais que un pile monde intervenu là-dedans. Bien avant que nous passions dans la question, je voudrais justement parler nous de Jean Wilmark qui a fait une rencontre signature le vendredi 29 janvier à 11h15 du matin, de 11h15 du matin jusqu'à 14h PM à la bibliothèque Fonds Haïtien. L'entrée est libre. Jean Wilmark, témoignage au gré des souvenirs du séisme du 12 janvier 2010. Le prix de vente de l'ouvrage, c'est 500 gourdes. Donc, je vous encourage à venir participer à cet événement. Je vous le rappelle, c'est rencontre signature de Jean Wilmark, témoignage au gré des souvenirs du séisme du 12 janvier 2010. On va commencer avec notre première série de questions, mais personnellement, j'aimerais interpeller l'intervenant sur un aspect de son intervention. Yves, gon côté dans le texte où dit que la notion d'élite en Haïti est réductible à des castes de citoyens empêtrés dans des aspirations de mobilité sociale et de maintien de privilèges statuaires. Dans l'ensemble de ton texte, tu es très critique envers les élites haïtiennes, bon, que tu qualifies de toutes sortes de choses, mais en gros, il y a un échec de l'élite haïtienne. Mais là, tu les interpelles sur des aspects bien précis, l'environnement, l'administration et ainsi de suite. Mais j'aimerais que pour l'Assemblée ici ce soir, tu nous précises de manière concrète qu'est-ce que tu reproches à cette élite haïtienne et en quoi est-ce qu'ils ont échoué. Est-ce que je reproche quoi que ce soit à l'élite? J'interpelle les élites. Et comme je l'ai dit à la fin, je sens la mort imminente parce que nous allons tous mourir. Je t'interpelle toi aussi comme élite. Parce que tu as étudié à la faculté de droit à l'INAGUE, tu es parti étudier à l'HEC à Montréal, on sait de quelle université s'agit-il, tu es revenu. Je t'interpelle. J'interpelle ceux qui pourraient être considérés comme cette élite, qui n'ont que des projets de société. Pourquoi nous, une dame qui était le dos, lui-même, il n'est pas dans la politique, il est un main petit, il est dans l'école, il est un main levé pour le stade machine, pour aller dans le travail, pour ne pas gagner un zinglin de sur route, pour ne pas gagner sécurité. Il est un main entrer, et puis le week-end pour aller dans la maquette, et puis pour le faire maquette, pour le manger bien, et puis les vacances privées pour le partir, etc. Mais ça, c'est un véritable projet de société. Donc, ce n'est pas des reproches que je fais de mon lieu d'intervenant ce soir, ce n'est pas des reproches que j'adresse, mais j'interpelle ces élites-là à comprendre. Parce que ce n'est pas le fait que c'est pas seulement que les élites existent. Les élites existent parce qu'il y a des centres de reproduction côté Mounsaï au passé, mais maintenant il faut constituer cette élite pour combattre ce qui se passe. Parce que là, comme je l'avais dit et je l'avais redit, la mort nous guette et nous allons tous mourir ensemble. Ok, bon, j'ai mon petit point de vue sur la question, je vais te revenir là-dessus, mais on va passer tout de suite à la première série de questions. J'interpelle Noël Isaac, Paya Charlet et O'Donnell Pierre-Louis pour la première série de questions. Et je vous le rappelle, il faut être concis, précis, direct et respectueux. Je dis bonsoir à tout le monde, à Yves Lafortune et Paulson Pierre-Philippe. Et il faut me dire, monsieur Yves Lafortune, ou professeur Yves Lafortune, que il y a un peu l'esprit qui a été appelé. Parce que nous sommes en mutation. Nous pas jamais saisi le moment l'histoire nous. Nous pas saisi tonton nom avec un ténor firmin. Nous pas saisi l'esprit François Manigan en 2006.
est-ce que nous avons saisi 2016 après l'occupation américaine, que journée je dis, est-ce que nous avons demandé, est-ce que nous avons renouvelé le contrat prétendant colon ça. Premier côté pour nous interpeller, c'est après 1804 côté que l'éducation a été tombée dans la main les frères de l'instruction chrétienne. Il y a un pile question pour nous poser sur ça. Nous avons bien pour nous interpeller en pile bagarre, en pile monde sur question ça. Nous avons pour nous interpeller 1915 avec BRH qui était pillé. Et nous avons pour nous interpeller tout récitant éternel, récitant que nous avons. Je ne dis pas, nous n'avons pas besoin de récitant encore. Nous avons besoin de véritables patriotes, constructeurs, négociants. Merci. D'accord. Je dis merci avec l'intervenant. Normalement, on a parlé de élite haïtienne. Moi, il y a deux groupes. Si nous considérons comme actuellement, nous parlons de Dessalines, nous parlons de Pétion. C'est comme si l'élite nous considérait comme bourgeois, gagnant parcours, l'école classique, l'école de renom, université de renom. Lorsque il y a travail, c'est privé, et tandis que l'autre partie qui allait à l'université, l'école d'État, université d'État et parcours nettement opposé avec l'autre parcours. Nous connaît, puisque nous avons parlé de l'élite haïtienne, qui ça nous capable de faire pour que nous baillions sens avec devise nous qui c'est l'union fait la force. Merci Yves pour très bonne intervention que vous faites sur question interpellation. Premier bagage m'a dit sur vous avez fait interpellation, regardez le cas Louis Althusser. Interpellation c'est tant qu'on la police relidou vous vos papiers. Et puis vous-même on râle tout papier pour montrer sur en règle. J'ai comme l'impression que vous demandez l'élite est-ce qu'on en règle. Donc c'est une question intéressante pour demander l'élite haïtienne est-ce que li en règle et Jean Montréal li pas en règle. Mais question pas maintenant li aller et souvler sous affaires n'importe monde pas ka vinn dans direction pays dans tête pays. On prend des exemples tant que Québec Montréal etc. nous t'ai prendre plusieurs autres côtés. Mais un problème nous gagne en Haïti, regardez la vem, c'est que affaires qualité dans l'éducation, ils résout déjà dans le pays ça qui fait que quel que soit le monde qui candidate, est capable de venir diriger. Mais un petit texte en philosophie relé Protagoras qui sont dialogue entre Protagoras et Socrate. Mais gon parti là donne un petit extrait qui est très important qui dit leur besoin font pont aurait long ingénieur, leur besoin guérir malade aurait long médecin. Leur besoin faire l'école relais enseignant et leur besoin faire politique relais tout le monde. Tout le monde. Ça veut dire pas ta gagner une expertise politique, mais ce n'est pas une science la politique. Donc c'est l'affaire du démos, du peuple, de tous les citoyens. Donc on pas qu'à exclure n'importe monde pour dire pas qu'à faire politique. Et comme ça dit, quel que soit un alphabet, les cavines président. On avance avec question. Et puis, m'a fini pour me dire que c'est vrai que le gouverneur de la Rosée il dit nous mourrons tous dans un incipit là, mais le gouverneur de la Rosée fait comprendre tout que avec Manuel, l'homme est le boulanger de sa vie aussi, bien l'espoir. Yves. Quoi? Merci. Toi, intervenant, je vais commencer par M. Paria Charlet, qui parlait de l'occupation américaine. Je rappelle aux frères, moi-même pas là pour me faire aucune démagogie. Je dis à tout petit monde qui gagne plus ou moins moyen dans le pays, qui boyoye. Et depuis sous Franck Etienne, on leur a parlé dans l'Institut français qui était dans le bar sur Bicentenaire. C'est des petits mounios qui trouvaient là aujourd'hui, Boca Raton, Fort Lauderdale, Montréal, Ottawa, etc. Et l'on parle de l'occupation américaine aujourd'hui là, toute bagaille made in USA. Et ou pas l'école pour renouveler élitio et occupation qu'on est à l'âme quoi le mental. Grand pile travail pour faire et m'ta bien content pas gain récitation
Mais travail là, il son travail colossal, ça a participé d'une vision très claire de qui ça nous voulait faire avec pays ça. Pas oublier qu'en 1810, Christophe te fait en citadelle que jodi tout le monde a battu l'estomac, il dit gardons belle œuvre. Ils te font parler malgré qu'il y a 2 tremblements de terre passés, l'or campé sous win ouais son bagage des plus extraordinaires. Jodi nous pas ba tête nos missions pour nous construire parler ça yo, c'est balle n'a le fait là-dedans yo. Deuxième intervenant, ces amis qui parlent de l'État, etc. Mais en fait, pour me c'est une question, ça m'a dit très bien. C'est qui sa question est? Si on parle d'éducation à un haut niveau, toujours une politique publique en éducation, et ceci dans le niveau universitaire. Maintenant, il prend en connaissance, ce n'est pas les gens qui n'ont pas connaissance de l'État. Ce n'est pas des mazettes, les gens qui trouvent un espace de pouvoir, ils disent où la façon faut diriger. Il faut que toute population, toute partie prenante pour nous définir une politique publique ensemble. Et il faut nous entendre, nous, bon, on va arriver sur O'Donnell, sur Dr O'Donnell, il faut nous entendre, nous, sur qui éducation nous voulons d'abord. C'est ça qui participe de conceptualisation question. Ensuite, nous aurons élaboré une politique publique en matière d'éducation. Et de cette politique publique, nous allons nous assurer qu'il y ait une infracohésion, ensuite qu'il y ait une intracohésion, faire un projet pilote, évaluer ce que nous avons et relancer le projet pour pouvoir donner de bons résultats. Je veux dire, pas un secret dans fait là. N'importe qui ne peut pas dire ou pas le chita pour diriger l'université Paris 8 ou pas dire ou pas diriger l'université Paris 2 Sorbonne. Donc on savoir-faire et savoir-faire là, il participe antérieurement avec une politique publique en éducation qui permettent que éducation li bail de résultats que la bail, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit à Montréal. Et là, pour me parler avec Dr O'Donnell de plusieurs lieux, et on a dit poète, vos papiers. Oui, d'accord. Il n'y a pas d'exclusion systématique. Je n'en ai pas fait d'exclusion. Mais je pense que le devoir de cette élite, c'est de faire en sorte que le peuple aille à l'école. Et ce peuple qui va à l'école va se transformer au fur et à mesure en élite. Et avec cette vision éclairée, ce peuple aura choisi son dirigeant. Ou qu'à songer mai 58, le petit monsieur dame Charles Sartre, Camus, prend société à il dit pour stopper. La police dit, il dit De Gaulle nous pas qu'à bailler bâton encore parce que 68, merci. Et puis il dit, regardez qui est-ce qui a manifesté. Ouais, c'est Camus, c'est Sartre, etc. Eh bien, les interviewé Camus, enfin Sartre. Il dit, enfin, référendum n'a fait De Gaulle passé. Quand on a été interviewé Sartre, qu'est-ce qu'il a dit? Mais tu étais dans les rues à manifester, mais référendum, qui est-ce où voter? Qui est-ce? Mais écoute, De Gaulle, bien sûr, c'était une question de principe. Ça allait émaner du démos. On n'a rien contre le démos, mais il faut faire en sorte que les élites conduisent cette population sur les chemins de la lumière, parce que cette lumière peut se révéler interpellatrice. Cette lumière peut se révéler chemin, peut se révéler la vie pour que nous ne mourions pas. Pour que nous ne mourons pas, nous tous. Normalement, pas assister ça. 86 par exemple, et il était certain que tu es une élite qui t'a envoyé et font gens pour Duvalier par exemple aller. En 2004, ça me dévivre, me donne une élite encore, tu es là. Donc élite tu es là, OK? Qui t'a fait tout ça t'a fait justement pour te envoyer à Aristide Ali. Et actuellement là, m'a assisté une élite qui l'a encore cap m'a assisté une élite là qui une véritable lutte encore pour maintenant l'autre président Ali par exemple le président Matéli là tête calibre. Finalement pas fin trop comprendre l'élite ça dans tout plein de voyer aller ça et que nous toujours retourner là encore là. Et m'a demandé finalement est-ce que on va plus bien dessiné que ça après tout bon comme nous te well tout voyer aller va jamais mener aucun côté c'est toujours là.
tout à l'heure, tu as parlé de directeur, par exemple, qui a pas prendre, bon, c'était plutôt l'âme de Benjamin, ou tu as parlé de directeur, par exemple, qui a pas prendre, c'est là où il vient dans l'État finalement, il a pas prendre l'État. Bon, moi, je comment, pour, pendant dans l'État, même pour apprendre l'État. Parce que, bon, qu'est-ce que ça nous fait là, dans l'université, nous camper de loin, pour observer, pour nous regarder finalement comment l'État a fonctionné. Bon, c'est pour me dire finalement, comment, pendant, directeur apprend dans l'État, pour ne pas prendre l'État. Et question m'a posée pour me finir, c'est... Voilà, la question m'a posée, c'est est-ce que l'État c'est élite et qui rôle est-ce que l'État c'est élite qui rôle élite qui rôle l'État face à élite bon, voilà qui rôle l'État face à élite là. Merci. Bonsoir à tout le monde et bonsoir à l'intervenant et moi dis merci parce que moi apprendre un paquet de bagailles de haut intervenant. Alors et question là c'est par rapport à thème là et de l'interpellation des élites haïtiennes. Tu as dans la définition, élite là où tu dis, élite là c'est lumière l'état doyer. Alors que moi c'est l'hyper du rôle ça. Élite qui t'a donné lumière, c'est interpeller, il avait interpellé. Est-ce que élite là c'est pas et perdre vocation? Est-ce que c'est pas lumière qui est tête? Est-ce que nous t'as supposé les élite haïtienne? Est-ce que gon non? Est-ce que vraiment, est-ce que nous pas t'as dû changer non ça? Est-ce que t'as supposé que est-ce que t'as dû les élites haïtiennes vraiment? Est-ce que gon non? C'est ça. Monsieur m'a posé une. Bonsoir à tout le monde. Et question première m'a posé c'est un petit problème on a parlé des élites, surtout l'élite économique là. Par exemple, l'exemple et dernièrement là nous connaît Brandt kidnappé petite Moscoso. En élite je pense que c'est deux personnes qui sont dans l'élite économique là. En élite, côté yon a kidnappé petite l'autre, yon a fait mafia contre l'autre, déjà son élite qui brisée comme une glace. Est-ce qu'on a demandé l'élite ça pour que li prend en charge un pays? Pendant ce temps, élément là dans yo, yon pas uni, yon a l'autre. Ça c'est la première question. Deuxième question c'est que dernièrement m'a parlé avec un intellectuel que je considère comme dans l'élite intellectuelle là, qui c'est monsieur Patrice Dumont derrière là. Qui dit non seulement je dis à le faire cours dans l'université, etc., mais il retourne les organes chaque week-end pour enseigner des gens qui ne parlent pas lire. Moi, je demande au même monsieur La Fortune, Mosé considéré comme un monde qui est dans l'élite là. Ou interpeller l'élite, quand on met tête, qui sont opposés comme action par rapport à la société. Parce que je crois un auteur qui est Ortega qui dit que dans un texte qui est la révolte des masses, il dit l'élite communique entre eux. Est-ce que parfois, pour me finir, nous ne pouvons pas faire une pétition pour nous écrire, soi-disant des gens nous considérés comme élites, pour nous faire des réclamations, tant que nous faisons peut-être en télévision Caraïbe, là, certes, c'est bien, mais nous connaissons même les gens qui sont dans la classe aisée, ils n'ont pas de télévision haïtienne, c'est RFI, c'est l'autre bagaille. Regardez, est-ce que le message a bien arrivé, c'est que nous ne pas faire des démarches directes pour nous aller bon côté pour le message à passer. Voilà, Yves et Koto Campé dans l'élite, il dit nous la gain pour l'intéressant. Nous prenons des réponses de l'intervenant tout de suite avant de nous passer à la troisième série de questions parce que nous avons balancé bagaille. Première question, l'État, est-ce que l'État c'est l'élite? Bon, même si l'État n'est pas à l'élite, mais l'État t'a supposé répondre à permettre l'éclosion des élites. Dans le sens que l'État n'a jamais articulé les politiques publiques, et ceci dans le niveau université, par exemple. Au niveau de l'enseignement, ça est capable peut-être un vecteur qui pourrait faire que l'État est capable de produire, aider à la reproduction de l'élite. Deuxième question, c'est une question, est-ce que lumière éteint, est-ce que le mot élite n'a pas perdre de sens? Moi, je pense que l'ICAOui, que l'IVNG ont perte de sens. Cependant, mon petit cas ça interpellé tête moins sous question ça. Pas trop réponse capable ba ou sous est-ce que l'élite éteint. Parce que je crois que une incompréhension de élite en dépit de par exemple, j'aime chercher commencer présenter nos élites dans sous forme sa définition classique yo dit et pour nous avancer sur des textes que des auteurs haïtiens écrits sous élite là. Seulement moi quand moi songe que Patrice de non côté fait moi ça de
Pareto qui dit comme ça que l'élite est remplaçable automatiquement. Ça me veut dire là, par exemple, si les États-Unis, par exemple, nous avons Michael Jackson comme plus gros chanteur gain, Michael Jackson, dans toute art, dimension artistique où on a été monté, si Michael Jackson n'a pas existé là, aujourd'hui, c'est Jazzy qui a venu en deuxième position, c'est Jazzy qui est élite là. Maintenant qu'on est là, Jay-Z. Maintenant qu'on est là, c'est justement parce que tout l'État qui est dans le pays n'a pas participé à une reproduction systématique de l'élite musicale que Michael Jackson taillé. Donc là, l'État a un rôle pour assurer la reproduction élite et élite a dû travailler pour transformer la vie de l'autre monde qui est dans masse. Et puis, dernière question qui intéressait parce que les adressé avec moi directement. Moi, avant, je m'entendais qu'on monde qui a appelé un texte Jacques-Stéphane Alexis qui était la lettre aux hommes vieux. Moi, je crois que, comme vous parlez de Patrice Dumont, moi, préfère poser question, enfin, je ne vais pas même parler de tête, moi, parce que là, je sens que le moi peut être très haïssable. Mais n'importe qui qui est interpellé à devoir, moi, toujours répondre présent. Donc, s'il faut apporter les lumières, s'il faut aujourd'hui, parce que je dis là qui ça me gagne même, je ne peux que écrire, je ne peux que enseigner, eh bien ma part de don, je l'ai donnée, comme Philoctète l'avait dit dans sa poésie. Vous allez voir que j'aime beaucoup la poésie parce que je pense que la vraie vie, c'est la littérature. Ma part de chant, je l'ai donnée. Et soufflez, mettez-moi à l'épreuve, je suis sûr que je saurai me prouver un bon maçon. Alors, oui, on a passé à troisième série question 1. Troisième série question 1. À la barre, Patrice de Renoncourt, et Deveau David et Louis-Jeune Taberneau. Patrice de Renoncourt, Deveau David, Louis-Jeune Taberneau. Patrice de Renoncourt d'abord. Yves, moi je remercie pour qu'on ne parle qu'à moun, pas sorti après bibliothèque moi avec Alfekou, m'pas fait rien encore, ça fait un plaisir d'inviter là non débat d'une aussi grande importance. M'pas pas vraiment bédo, même obligé d'ouler. Toutes les âmes que nous gagnons, c'est des âmes historiques qui ont une affaire élite. Et pour qui ça nous pas poser question dans la dimension antithétique. Et est-ce que la bonne formule ne serait-elle pas pourquoi ne pas poser le problème dans sa dimension conceptuelle, interpeller les masses pour rectifier la conduite des élites? Moi, je dis bonsoir à tout le monde et puis je remercie mon professeur Yves Lafontaine pour sa conférence. Mais moi-même, mon problème avec la conférence, c'est parce que je trouve que la conférence est trop culturaliste. Dans la mesure où vous attribuez au concept élite une dimension trop politique. Parce qu'on dit que l'élite a de contribuer dans, c'est-à-dire aux productions, au nouvel mode de vie. Mais ça n'existe pas parce que la science politique contemporaine connaît que l'État a doué, c'est-à-dire intervenir à travers des politiques publiques, non l'élite. On peut dire en référence à, c'est-à-dire, comment il s'appelle encore, Gamour, un texte qui est Introduction à la politique de l'homme, dans lequel il y a un concept qui est anthropolitique, qui veut dire que en nous essayer détruire, c'est-à-dire l'aspect idéologique qui c'est gauche-droite, pour nous comment l'État est responsable, c'est-à-dire vie population. Et nous sommes capables de dire encore avec Henri Lefebvre, qui est le contexte qui est la production de l'espace. Pour Henri Lefebvre, c'est l'État même qui a de produire l'espace là, pas l'élite là. Et ça a une sens politique, l'État comme dimension étatocentrique. Donc, on n'est pas d'accord avec la conférence, c'est parce que l'élite là, on approche trop culturaliste. Merci beaucoup. Yves, ajoute un petit bagage que moi trouvé que nous avons mettre parce que nous trouvons d'actualité. Est-ce qu'on peut faire aujourd'hui l'économie du rôle de l'élite haïtienne dans la conjoncture actuelle, dans la conjoncture politique, sociale, économique, tout ce qu'on vit aujourd'hui? Est-ce qu'on peut faire l'économie de l'implication de cette élite dans le changement vers un meilleur avenir pour la population? Est-ce que l'élite haïtienne a un rôle à jouer dans ce qui se passe actuellement? Est-ce qu'il faut les interpeller sur ce cas précis? Ok. Je vais commencer par Taberneau, que j'ai eu chance de rencontrer dans l'UNDH, qui dit que j'ai une approche culturaliste de l'élite. Bon,
Je pense que c'est un choix, bon, c'est un choix et c'est une façon de voir, peut-être qui pourrait soulever une autre discussion, mais on y reviendra comme vous le savez, je suis prêt, disponible à discuter. Ensuite, je voudrais trouver une réponse pour mon ami Patrice Michel de Renoncourt. Est-ce qu'il ne faudrait pas interpeller les masses en vue d'une rectification à la conduite des élites? Si en mathématiques, 3 plus 3 me donne 6, est-ce que dans l'autre lieu, l'y consent? Comment? Je pense qu'à un certain moment et toujours aujourd'hui, on se parle. Et je crois que vous avez une science, un univers scientifique intéressant. Là, moi, je voulais savoir comment est-ce que je peux manier cet outil qui me permettrait d'interpeller les masses à la rectification de la conduite des élites. Mais est-ce qu'il faut les interpeller, oui ou non? Non, je cherche. C'est une question que je réponds sur le coup, quoi. Mais comment interpeller les masses pour que cette masse-là, je ne sais pas. Je pense que je vais le chercher. Si d'aventure, Patrice Michel de Renoncourt, vous disposez de cette réponse, aidez-nous. Je pense qu'on peut interpeller les élites, mais je ne vois pas dans quel lieu je pourrais interpeller les masses à la rectification des élites, mais tu peux venir. Mais sinon, avant, Paulson me dit, est-ce que l'élite... non, le micro est là. Paulson me dit que est-ce qu'on peut faire l'économie? Est-ce que l'élite a un rôle à jouer? L'élite haïtienne. Est-ce que l'élite haïtienne a... Bon, je pense que toi, tu fais partie de l'élite haïtienne parce que l'exemple que je vais donner, tu travaillais à Montréal, tu étais dans le cabinet du maire Tremblay et à un certain moment, tu as fait une brillante présentation. Le maire Tremblay s'est approché de toi pour te dire, Paulson, rentre chez toi, le pays a besoin de toi. Et depuis lors, tu es en Haïti et après le séisme du 12 janvier, tu es rentré, tu as donné ta participation. Aujourd'hui, tu nous as aidés dans le cadre d'une conférence à l'UNDH sur le terme se souvenir et s'armer pour mieux construire nos villes. Et là encore, tu as donné ta part de don. Et là, je pense que ce ne sera pas une révolution comme ceux qui disent qu'ils vont prendre les armes. Je pense que ça va se faire de manière très douce, parce que là, le chemin que l'on a choisi, c'est le plus sûr chemin, mais en fait, ça prend du temps. Donc, si toi-même, tu ne te vois pas utile, je ne sais pas, franchement, mais je crois que tu es utile et c'est au nom de cette utilité que tu es là ce soir à me poser la question. Continue de donner ta part de don, continue de donner ta part de chant et ensemble nous trouverons des résultats certains. Et là, si Patrice pourrait revenir, nous indiquer, nous dire comment est-ce que la masse peut comment est-ce qu'on peut interpeller la masse pour rectifier la conduite de l'élite. Je me plais à travailler en ingénierie politique sur le problème de l'intentionnalité et de l'intelligibilité. Le problème de l'intentionnalité qui a été posé bien avant moi, ce n'est pas moi qui le pose en premier, nous dit que, si je prends l'exemple de nos masses haïtiennes, que les gens sont prêts à se sacrifier pour leurs enfants. Que ce soit la marchande de charbon, elle envoie son enfant à l'école. Que ce soit celui qui vend le fresco, celui qui nettoie les chaussures, aujourd'hui, dans son esprit, dans sa structure, cette personne sacrifie sa vie pour envoyer ses enfants à l'école. Nous sommes tous d'accord. Et le problème de l'intentionnalité se pose ensuite. Lorsqu'il doit voter, il ne vote pas celui qui forme ses enfants. Il ne vote pas celui qui donne l'exemple. Il ne vote pas celui qui crée le rêve qu'il a pour son enfant. Il vote n'importe qui. Pourquoi? Son intentionnalité est piégée. Est-ce qu'il ne faut pas reformer cette intentionnalité pour forcer
ou bien pour obliger cette personne à choisir le modèle qu'il a pour son fils comme le modèle qui va diriger son fils, comme le modèle qui va devenir l'élite intellectuelle, l'élite musicale, l'élite économique, l'élite sociale. Parce que c'est lui qui mène, c'est lui qui achète au market, c'est lui qui achète au marché, c'est lui qui nomme son président, c'est lui qui écoute de la musique et qui fait de cette musique une partition voulue et que cette musique explose. Est-ce qu'on ne devrait pas commencer par la base, éduquer cette personne pour que cette personne choisisse? Ok, l'intelligibilité, je l'ai cerné. Bravo Patrice, l'intelligibilité ici, là, je la cerne. Mais en fait, de ce lieu-là, il va y avoir une symétrie. Parce que quelque part, c'est l'élite qui doit interpeller la masse, de sorte que la conduite de l'élite soit rectifiée. Là, de cette symétrie-là, je n'ai aucun problème. Merci pour la lumière. Je pense qu'on est rendu au bout du rouleau. J'ai bien aimé la dernière intervention, même si je suis un peu resté sur ma faim, à savoir pourquoi est-ce que nous autres élites, nous n'avons justement pas compris qu'on a ce rôle de formation et quel est notre niveau d'implication justement dans l'action gouvernementale. Parce qu'on a souvent tendance à comprendre que l'élite est en retrait de l'action gouvernementale et essaie de téléguider ça par des manœuvres, par d'autres manœuvres. Donc, en ce sens, je crois qu'il y a... Juste avant de terminer, je crois qu'il y a lieu enfin, que je demande la parole pour dire, pour souligner un point. Il y a par exemple ce que Faubert appelle les intellectuels organiques. Je pense que quand on est de l'élite, il faut, comme Patrice le dit souvent, savoir bomber le torse quand les flèches arrivent. J'ai une histoire qui me choque et je pense que c'est sur ce choc-là que je vais devoir ne plus parler ce soir. Quand je sais qu'il y a un professeur d'université qui fait autorité dans un domaine, qui a été injurié par une autorité, et ceci de manière publique. Ce professeur a fait en sorte que les 5 années passent pour qu'il soit toujours là, avec toutes les erreurs et toutes les fautes de sa part, à ce système. Ce qui compte pour lui, c'est d'avoir pu survivre à ces 5 années, en dépit du fait qu'il ait titre, grade et qualité. Là, ce n'est pas la masse qu'il faut interpeller. J'interpelle ces esprits-là, de sorte qu'eux-mêmes, ils puissent interpeller la masse à rectifier la conduite des élites. Et comme ça, ça va se faire en symétrie. Parce que je pense que quand on est de l'élite, il faut des fois savoir bomber le torse et accepter les flèches. Voilà comment on peut répondre comme élite de ce pays. Voilà, téléspectateurs, rôle des élites, conscience citoyenne, interpellation des élites, interpellation de la masse. Nous avons exploré différents aspects de la question. Nous avons répondu à certaines questions. L'intervenant a exprimé de manière outillée et claire certains de ces concepts. Nous espérons que vous avez apprécié. Nous espérons vous avoir la prochaine fois ici à Café Philo pour encore un autre Café Philo encore plus intense, encore plus intelligente et encore plein de bonheur. Merci. Continuez à marcher. Le jour la qu'à lever, le soleil já monté. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, continuez à sourire. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie,
moment, jeunes avocats, services en bas la chambre,